Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, bienvenue à la réunion d'information sur le projet de collisionneur du CERN. Tout d'abord, je me présente, Chantal Cadou, présidente de l'association APPL, Association pour la protection du plateau de l'OEX. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, elle a été créée en 2006 suite à un projet routier dont une option devait couper le plateau par une 2 fois 2 voies. Après 12 ans de combat, le plateau a été classé en ENS, espace naturel sensible, en 2018. Aujourd'hui, nous continuons à veiller à sa préservation. Nous organisons cette réunion en collaboration avec le collectif concerné, dont nous sommes membres. Ce collectif a été créé il y a 1 an environ, quand des citoyens et des associations, actuellement une vingtaine, ont pris connaissance du projet de FCC porté par le CERN. D'ailleurs, le collectif concerné a une page Facebook et un site internet. Donc vous pouvez les suivre et consulter le site. Ce projet est une telle envergure qu'il est humain de s'interroger, de s'inquiéter. Et c'est pour cela qu'il y a lieu d'informer les populations et de bien mesurer tous les enjeux et les impacts sur le territoire de la Haute-Savoie et au-delà, bien sûr. Voici le programme de la soirée. Après mon mot d'introduction, il y aura le mot d'accueil de Monsieur le maire, je crois que je l'ai vu, Monsieur Cheminal, puis plusieurs intervenants ici présents donc vont nous présenter les divers aspects de ce projet. En premier, les explications du projet par Jean-Bernard Billeter, ingénieur en électrotechnique, diplômé de l'école Polytechnique fédérale de Zurich, indépendant, mandats et projets de toutes sortes, militant écologiste, depuis la publication du rapport du Club de Rome, rapport Meadows sur les limites de la croissance, en 1972. Membre de Noé 21 de longue date et membre de son comité depuis 2022. En second, l'aspect politique et démocratique par Benjamin Joyeux, conseiller régional écolo en Auvergne-Rhône-Alpes, également journaliste, écologiste, européen, animaliste et altermondialiste. En troisième, les impacts sur l'environnement par Franck VCA, membre du bureau de ACLAS, Association contre les atteintes au sous-sol, les Deux-Savoie et le Jura, et aussi administrateur réseau eau, porteur de la position de FNE, France Nature Environnement Haute-Savoie. Puis le témoignage de propriétaire, Chantal Demange, propriétaire à proximité d'une émergence du site à Marlioz, qui s'exprimera au nom de plusieurs personnes directement concernées, plusieurs propriétaires. Ensuite, l'aspect juridique par Elisabeth Charmeau, ancienne élue à Thonon, membre militant de l'ACPAT, Association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports. C'est une association départementale qui a, par exemple, été la première à alerter sur le vélodrome. Elle fait partie également des membres fondatrices du collectif concerné. Enfin, l'aspect recherche par Brigitte Pépin-Donat, chercheuse au CNRS.
programme est assez dense. Nous vous remercions de noter et de garder vos questions à l'issue des interventions. Monsieur Arnaud Marcelier, que j'ai croisé, porte-parole du CERN, pourra réagir ou répondre également à vos interrogations. Après cette interaction, nous vous proposons de clore la réunion et de poursuivre nos échanges autour d'un verre de l'amitié, offert par l'association APPL et ses membres, agrémentés de produits locaux. Une dernière information avant de passer le micro à Monsieur le maire. À l'entrée, vous trouverez sur des tables divers documents techniques, une feuille également si vous souhaitez laisser vos coordonnées pour rester informé, et un chapeau en forme de boîte pour le déplacement de nos intervenants. Merci. Bonsoir à tous, je suis impressionné par la foule. C'est assez rare qu'à Bonn des sujets passionnent autant, même au vœu annuel, on n'a pas autant de monde. Donc je suis heureux de voir que ce sujet passionne les populations. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu hésitant au départ quand Chantal m'a demandé la salle parce que ne connaissant pas les orateurs, je ne voulais pas que ça se finisse en pugilat verbal. Mais elle m'a rassuré, donc voilà, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important ce genre de manifestation parce que avec des médias qui ne sont pas toujours très nets et qui formatent parfois l'information, c'est important qu'on ait des gens indépendants qui informent. Bon, c'est vrai que moi j'aime bien le débat public. J'aime bien les avis pour, les avis contre. Ça me rappelle quand dans ma jeunesse, j'ai fait dans une université à l'étranger et je me rappelle toujours du département journalisme qui faisait paraître tous les jours deux feuilles avec d'un côté 10 avis d'opinion pour et de l'autre 10 avis d'opinion contre. Et donc le journal ne prenait pas parti et chacun se faisait son opinion. Pour moi, c'est important dans le débat public. Donc pour faire bref, je remercie la PPL, c'est organisé par la PPL et pas par la commune. Donc la commune ni le conseil municipal ne prennent parti. Pour l'instant, on ne nous a pas demandé, premièrement, et deuxièmement, on est encore loin d'être informé sur tous les avantages et inconvénients. Donc on ne se précise pas. Par contre, le maire, lui, en tant qu'ancien ingénieur génie civil qui aime les grands projets d'avenir, tout ça, il ne va pas dire qu'il est contre. Il est plutôt pour. Et même si ça fait réagir, c'est son opinion, ça n'engage que lui. Et on est là ce soir pour en discuter. Voilà. Bonne soirée à tous. Donc Jean-Bernard. Merci bien. Bonsoir. Avant qu'on s'adresse aux questions qui intéressent probablement la plupart des gens ici, c'est-à-dire l'impact territorial, je présente brièvement. Vous m'entendez? Alors, avant qu'on passe aux questions territoriales qui intéressent probablement la majorité d'entre vous, je vais faire une présentation de ce qu'est le CERN, très rapide, ce qu'est un accélérateur et comment le projet qu'a actuellement le CERN s'inscrit dans cette trajectoire assez vertigineuse. Alors, au 19e siècle, je commence très loin en arrière, on avait découvert que quand on a des petits tubes de verre avec du gaz raréfié dedans, et on avait des piles à l'époque, on commençait à avoir des batteries, qu'on mettrait de l'électricité, il y avait des phénomènes lumineux qui se passaient. Ensuite, on a développé ça sous forme de tubes à néon. Des gens se sont penchés sur cette question, qui était peut-être juste amusante à voir, suivante, s'il vous plaît. Et à la fin du 19e siècle, Thomson a étudié sérieusement ce phénomène. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est lui qui a fait la plus grosse contribution. Et je vous montre ça parce que ça, c'est un accélérateur linéaire de particules. C'est un embryon, l'embryon d'accélérateur linéaire. Donc, rapidement, vous avez un tube en verre dans lequel il y a un vide poussé. Vous mettez de l'électricité au bout. Enfin, ici,
Et ici, il y a des électrons qui vont être arrachés, soit parce qu'on chauffe cette pièce, soit parce qu'ils partent d'eux-mêmes sous l'effet du champ électrique. Et ça, c'est un faisceau qui se forme. Le faisceau, il arrive tout au bout, et au bout, selon ce qu'on met, il peut y avoir de la lumière. Vous avez eu ça chez vous sous forme de téléviseur à l'époque. Et puis ce faisceau, on peut le déplacer à volonté avec des champs électriques ou magnétiques. Donc ça, c'était déjà à la fin du 19e siècle. Suivant. Depuis lors, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et là, vous voyez le plus grand accélérateur linéaire actuel du monde. Un petit peu différent quand même. Les technologies ont évolué. Vous voyez ici, je crois que ça part de là-bas. Et le faisceau, il fait 3 km. Il a accéléré sur toute cette distance. Et là, il entre dans un complexe d'appareils de mesure. Ça, c'est des accélérateurs de particules linéaires. On les utilise à fin de recherche. Avant tout. Maintenant, on s'est dit, c'est linéaire, c'est bien, donc on peut quand même parler jusqu'au bout du monde. Alors, il y a une idée, mais si on les faisait en rond, et au lieu de les accélérer comme ça, chaque fois qu'ils passent, ils ont fait un nouveau tour, on leur donne une petite impulsion, comme on fait avec les enfants sur le balançoire. Progressivement, ça va aller de plus en plus vite, on va les accélérer, tout en restant assez mesuré dans l'espace. Alors ici, on voit la boîte, voilà, cette boîte qu'on voit ici, il y a une source, on injecte des particules, et puis il y a 2 électrodes qui font la même chose que dans l'autre appareil, c'est-à-dire qu'attirer les électrons, mais les électrons ne vont pas tout droit, ils circulent en rond, suivant, parce que cette boîte, avec une lumière vite, est entre les deux, dans l'entrefer d'un gros aimant. Vous connaissez ces aimants en ferrage frêle, donc on en construit de gros, et on met cette boîte là-dedans, et quand on active le champ qu'on alterne, des électrons qu'on mettait là, ou les protons, bon, ils font demi-tour, ils sont activés, la polarité change, etc. Et ils tournent, on peut les faire monter à des vitesses vertigineuses. Ça, c'est du premier cyclotron. Suivant. Ça, c'est le premier du cyclotron, c'est pour situer les choses. On est en 1932, juste avant la guerre. On voit ici cette boîte que je vous ai montrée. Et c'est le schéma des bobines électroaimants dans lequel on mettra la boîte. Suivant. Ça, c'est un dessin que je trouve joli, c'est la même chose. Il y a des gens qui aiment ce genre de dessin, il y a des gens qui sautent la barre. Suivant. Voilà, alors voilà les premiers cyclotrons. C'est donc les premiers accélérateurs scientifiques importants d'études des particules. Ça, c'est le premier cyclotron qui tenait dans une main. Vous trouvez juste la forme circulaire, on ne voit pas les montures là-dessus. Ce monsieur Lawrence, qui a eu un prix Nobel à l'époque, s'est lancé dans la fabrication de cyclotrons toujours plus grands, la méthode américaine. On le voit poser là devant un cyclotron de 1934, à Berkeley, en Amérique, qui a eu un centre spécialisé. Vous voyez que le fer de l'aimant, ici, il commence déjà à être assez important. Suivant. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi le sigle, non, c'est pourquoi le sigle des concernés est circulaire. C'est quoi? Il s'agit d'accélérateurs, pour ceux qui n'auraient pas compris, je vois M. Sourire. Parce qu'il s'agit d'accélérateurs circulaires. Suivant. Bon, peu après la guerre, je passe sur le rôle de la guerre, pendant laquelle ces travaux ont été partiellement suspendus, des esprits qui voulaient préparer un meilleur avenir à l'Europe se sont réunis. À l'époque, on créait des organisations internationales comme l'UNESCO, ou à la repris la Société des Nations pour en faire l'ONU. Ils ont dit que ce serait bien de créer un laboratoire scientifique avec tous les pays d'Europe qui avant s'entretuaient. Et si ces gens pouvaient travailler ensemble, ce serait peut-être un pas déjà vers la paix. Ensuite, il y avait l'intérêt scientifique. Et il y avait aussi de prévenir le brain drain, l'exode des cerveaux. Parce qu'après la guerre, beaucoup de gens filent en Amérique, c'est-à-dire les scientifiques. Et donc ces gens étaient formés en Europe et ensuite allaient faire leur carrière aux États-Unis. Donc on voulait leur proposer aussi une infrastructure qui les maintienne chez nous. Suivant. Alors, il y a eu un accord entre je ne sais plus combien de pays membres au début. Ça, c'est l'accord qui a été signé en 1953. Suivant. En 1954, là, on est à Mérin. Alors, c'est la situation un peu actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des champs, il y a des activités humaines, et tout à coup, une machine qui vient en disant bon, on va mettre notre machine. Suivant. 1955, la première pierre posée sous le regard de Max Petitpierre, le président de la Confédération.
Et le Felix Bloch, un grand scientifique suisse qui était premier directeur du CERN, qui a fait sa carrière aux États-Unis aussi. Suivant. Voilà, en 1957, le CERN a eu à installer ce cyclotron qui est un synchrocyclotron. Donc chaque fois il y a des évolutions. Et vous reconnaissez ici ces bobines qui créent le champ magnétique et entre, c'est difficile. Et puis là il y a la ferrure. Et entre il y a de nouveau une de ces chambres dans lesquelles il y a un vide dans lequel on fait accélérer les particules. Donc du cyclotron qui tenait dans la main de son inventeur est là, ça a rapidement évolué. Il existe encore, il est au CERN dans une halle, on peut le voir. Suivant. Ensuite, le CERN était là pour créer des machines, pour les mettre à disposition des recherches d'Europe, des chercheurs d'Europe qui travaillent sur la physique des particules. Donc, le CERN a ensuite construit le proton, synchrotron, en 1959, quelques années après, qui lui était construit dans une galerie couverte. Chaque fois la circonférence augmente, là je ne sais pas combien on est, à 700 mètres de circonférence. Suivant. En 1976, on a créé le SPS, le proton synchrotron, qui lui est dans un tunnel de 6 ou 7 km. Vous voyez ici, ces appareils sont encore utilisés, à part le premier. Là, il est dans son état actuel. En 1976, la technologie n'avait pas tout à fait cette allure. Là, on voit les équipes. Là, c'est dans un véritable tunnel sous terre, donc c'est plus une galerie couverte. On voit les équipes qui passent des deux côtés, qui se rejoignent. Donc, on avance encore, sinon. Et maintenant, on est arrivé au dernier gros chantier du CERN, qui a foré un tunnel de 27 km de circonférence, ce qui connaissent, Mérin est par là, presque tout est en France, il va frôler l'aéroport et il revient. Donc on a fait ce tunnel dans lequel on a installé d'abord le premier LEP. Quand on dit on a installé un accélérateur, il faut s'imaginer dans ce tunnel de 27 km, c'est simplement plein, enfin pas plein parce qu'on peut circuler à pied à côté. Et c'est entièrement occupé par la technique, donc il y a une machine de 27 km de long. Et puis ensuite, après que ce LEP ait servi quelques années, on l'a démonté, on l'a remplacé par une machine plus moderne et plus puissante, le LHC, et ça c'est la machine qui est encore actuellement. Tout à l'heure, quand je vous ai montré le cyclotron, on voyait que les particules pouvaient tourner, ou bien sur l'accélérateur linéaire. Et quand ils sont en bout de parcours, ou qui tournent assez vite, on les envoie contre une cible. C'est-à-dire comme l'écran de votre téléviseur, ou bien les atomes qu'on veut étudier. On observe ce qui se passe. Ensuite, l'idée est venue de dire, oui, mais si on avait deux faisceaux, un qui tourne comme ça et un qui tourne comme ça, et qui vont se collisionner, évidemment, l'énergie, là, est beaucoup de loin supérieure. Et le LHC, par exemple, qu'on a actuellement, c'est un accélérateur, parce qu'il accélère des particules, collisionneur, parce qu'il a deux faisceaux qu'on fait se collisionner au bon endroit, au bon moment. Suivant. Maintenant, là, je montre le CERN, il s'est créé tout un laboratoire. Ça, c'est la dernière construction du CERN, qui est une exposition ouverte au public, que je vous conseille, c'est intéressant, avec le Jura derrière. Suivant. Là, c'est pour préciser cette idée de collisionneur. Donc, il y a un faisceau, par exemple, le bleu qui tourne dans ce sens. Vous voyez le rouge qui tourne juste à côté, quelques centimètres à côté dans l'autre sens. Et en deux points, où il y a des expériences, on les fait se croiser et se tamponner, se collisionner. Suivant. Et là où ils se collisionnent, on les fait se rencontrer, c'est dans ces détecteurs, qui sont des grandes machines. Un des faisceaux entre par là, et traverse tout. L'autre faisceau entre par là, et traverse tout. Quand ils se collisionnent, la plus grande partie des particules ne rencontrent personne. Ces faisceaux de particules, il y a beaucoup de vide entre. Mais ceux qui se collisionnent, ça se passe ici au milieu, on focalise les deux faisceaux. Et tout ce qu'il y a autour, ce sont des appareils de mesure, de détection de l'énergie,
ou des éléments, des pixels, comme sur vos appareils de photo, qui permettent de reconstituer la trajectoire. Et pour vous montrer l'importance de ces machines, donc des détecteurs, vous avez ici 2 êtres humains. Donc cette machine-là, c'est celle du LHC, on voit les dimensions, 44 mètres de long, 25 mètres de diamètre. Elles sont actuellement suivantes. Ça, c'est le genre de cliché ou de reconstitution peut-être pas la meilleure, de ce qui se passe. Hein. Les particules Stanford, ça provoque des gerbes d'autres particules. Et puis ça, c'est des reconstitutions sur la base des données informatiques qui sont extraites de ces machines. Et les physiciens ou les personnes formées exprès pour ça, maintenant c'est des ordinateurs, peuvent dire qu'il y a une particule chargée parce que sous l'effet du champ magnétique, elle fait une trajectoire de ce type, il y a des particules tout droites, ou bien celle-ci, je ne sais pas, il semble qu'il n'y a rien, mais c'est peut-être parce qu'il y a 2 particules qu'on ne voit pas qui se rencontrent. Donc ça, c'est les matériaux. Quand on dit observer quelque chose, pour un accélérateur, c'est ce genre de choses. Et puis ensuite, il faut l'interpréter. Suivant. La machine que je vous ai montrée avant, le détecteur, se trouve dans cette caverne. Vous voyez aussi la taille des gens. Ça, c'est sous terre. Hein. Je dis toujours que ça ressemble à une cathédrale, parce qu'on se croirait dans une église, à la place de l'hôtel, il y a là où les faisceaux arrivent, c'est en quelque sorte la religion des savants actuellement. Suivant. Et ça, c'est l'état actuel de tous ces accélérateurs, les différents accélérateurs que je vous ai montrés auparavant, du CERN. Ils sont encore en fonction, ils sont interconnectés, et très souvent, ça fonctionne comme une grande machine. Chacun d'entre eux a des activités spécialisées, parce que le faisceau peut être dirigé de différentes manières. Mais les particules qui sont accélérées dans le plus grand actuel de l'LHC, ils sont accélérés, ils passent. Chaque fois, on les accélère plus, parce qu'ils peuvent rentrer dans la machine que quand ils ont déjà une certaine vitesse. Ça, c'est l'état actuel du CERN. Suivant. Maintenant, l'état actuel, c'est ça. C'est le LHC, c'est 27 km de circonférence. Je crois qu'on voit, on devine ici le lac de Genève, le lac Léman. Maintenant, là, je vous ai parlé jusqu'à maintenant de la situation du CERN actuel. Maintenant, le CERN a un projet, depuis une dizaine d'années, qui est de passer la vitesse supérieure et de construire un accélérateur qui aurait, au départ, l'idée c'était 100 km. On y va pour 100 km de circonférence. Ça leur permet d'augmenter la vitesse, ça leur permet d'augmenter la densité des faisceaux, ça leur permet de griller moins d'énergie pour amener les particules, enfin, pas griller moins d'énergie au total, mais enfin, il y a un grand nombre de contraintes physiques qui fait que si on veut étudier mieux les particules, c'est avantageux, si on utilise une technologie circulaire, d'augmenter le rayon. Alors, vous voyez ce suivant, parce qu'on va mieux sur la suite. Non, reviens en arrière, s'il te plaît. Vous voyez, moi je vois mal de près. On est à Mérin, le tunnel passerait sous le lac Léman, il passe derrière, ça c'est le Salaire. Il passe derrière le Salaire, il passe vers chez vous, il fait la Savoie. Ensuite, il passe sous le Rhône, par ici. Il va effleurer le Vuache et il revient à Mérin. Suivant. Ça, c'est un dessin, c'est une infographie qui était dans le monde, où on peut imaginer simplement dessiner. C'est en moyenne à 240 mètres sous terre. Si je la moyenne, bon, à la base, le tunnel, il est à peu près plat, il a à peine incliné pour des raisons diverses. Mais selon qu'il est sous une montagne ou bien sous le lac, il n'y a pas la même profondeur pour y accéder. En moyenne, 240 mètres. Suivant. Ça, c'est une vue déployée de ce que c'est le tunnel. Donc, cette extrémité, celle-là, c'est la même. Imaginez que c'est un cercle. Donc, ici, on est à Mérin ou à Ferney. Ce serait donc le prochain. Le FCC, c'est celui qui est projeté. Ensuite, il y aura un autre site en France. Ensuite, on arrive en Suisse. Et chaque fois, il y a des puits
Parce que ce tunnel n'a ni entrée ni sortie comme un tunnel de chemin de fer. Donc tout ce qui entre, tout ce qui sort du tunnel, tout ce qui sort comme un forage et tout ce qu'on introduit après comme machinerie, ça passe par ces tunnels. Et en haut de ces tunnels, chaque fois, il y a un site de surface, c'est-à-dire 5 hectares en moyenne de zone industrielle, on peut appeler ça comme ça. Et puis des aménagements routiers autour, parce que c'est matériel pour l'amener, et puis ces matériaux pour les évacuer. Ça demande des aménagements routiers et des aménagements ferroviaires. Suivant. Ça, c'est une autre manière de se représenter. On voit le tunnel, et puis certains sites ont 2 puits, certains n'en ont qu'un, parce qu'il y a des sites qui sont techniques, il y a des sites dans lesquels il y a ces appareils qui permettent de prendre des mesures, ces détecteurs. Là, on voit le grand et les anciens. Suivant. Ça, c'est une coupe de ce que serait le tunnel. Vous voyez, donc ici, ça, c'est les 2 tubes dont je vous parlais, avec les faisceaux qui circulent en sens inverse. Il y a de la place pour les travailleurs et de la place pour des véhicules. Ça, c'est des véhicules qui repartent. Et puis, tout ce qu'il faut pour l'arrivée des fluides, l'électricité. Suivant. Là, c'est une vision d'artiste, comme on dit, de ce que serait le prochain accélérateur. Parce que quand on parle du projet du CERN, il faut savoir qu'en fait, c'est 2 accélérateurs. Un tunnel, c'est nouveau comme avec le LHC, un tunnel, on met un accélérateur, on l'exploite, on le démonte, on en met un autre, plus puissant, plus moderne, et puis on l'exploite. Ça, c'est le second, le FCCHH, une vision de l'allure qui donne. Suivant. Maintenant, ça donne une idée des travaux. Ça, c'est des puits. Celui-là, il a 12 mètres de diamètre. Ce puits, il faut faire entrer de gros aimants, surtout. Ça, c'est une caverne technique. Et ça, c'est la caverne où il y a l'appareil. Caverne expérimentale, ça veut dire que là-dedans, ceci serait rempli, entièrement rempli par un de ces gros détecteurs. Suivant. Ça, c'est un autre exemple de détecteur qui serait dans une de ces cavernes. Il aurait 35 mètres de diamètre. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait 35 mètres. Ça fait un immeuble de 10 étages. Vous voyez des gens là, un être humain. Suivant. Maintenant, pour ces sites de surface, ils sont répartis tout autour du trajet, à peu près 11 km les uns des autres. Et ça, c'est les communes concernées par ces sites de surface, ou les communes qui sont en dessus du tunnel. Il y a certaines communes qui auront un tunnel qui leur passe sous les pieds, qui ne verront pas grand-chose après les travaux. Et il y en a certaines qui ensuite auront ces sites industriels. Vous voyez la liste des communes ici qui sont concernées. Voltaire, Choulet, Langy, Étoile-la-Roche, Charles-Volin, Cercy-Mario, Vulban, Chalet. Suivant. Ça, c'est un exemple. Mais pas, ils n'en sont pas encore au plan de détail, mais en gros, c'est ça que ça donne. Les appareils pour la ventilation. Enfin, il y a tout l'équipement qu'il faut pour exploiter une machine de cette dimension. Suivant. Ça, c'est le calendrier. Le calendrier, il change un petit peu selon l'avancement des travaux, mais actuellement, c'est le calendrier. C'est-à-dire qu'en 2014, on a commencé officiellement, et on a déjà commencé des études conceptuelles qui ont été rendues en 18, 19. Maintenant, le CERN a lancé une étude de faisabilité qui a été lancée en 21 et dont les résultats seront rendus en 25. Et M. le maire avant a dit on pourra discuter il me semble que certains problèmes quand on aura les résultats de ces études de faisabilité. On a eu des résultats intermédiaires et on attend cela avec la plus grande impatience et curiosité, parce que sur la base de ce projet, le conseil du CERN prendra la décision de poursuivre ce projet ou pas. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il aura déjà investi plus de 100 millions en études. Donc, il y a un moment, et puis il y a 170 instituts qui travaillent sur cette question. Donc, et des milliers de pages, des milliers et des milliers de pages de publications et de calculs. Alors en 28, peut-être 27, parce que certains sont pressés,
ils prennent la décision et les travaux commenceraient en 2030. D'abord, il y aurait des travaux intermédiaires probablement pour des aménagements de routes. Et en 1941, l'actuel accélérateur, dans sa version qui a été modernisée, a terminé son programme. Et en 1945, le FCCE, le premier pourra commencer. Vous voyez, c'est des laps de temps considérables, tout ça. Le FCCE commence à son exploitation. Et dans les années 70, on le démolit, on met le FCCHH qui est jusqu'à la fin du siècle. Donc, ce n'est pas une petite entreprise. Suivant. Alors, je vous ai présenté ça. Je trouve que c'est un projet intéressant. Maintenant, on peut se poser la question, oui, mais c'est gros. Un projet de ce genre, déjà, quand on entreprend des petits travaux, ça soulève des problèmes. Qu'est-ce que ça doit être avec ce projet? Bien oui, ce projet soulève beaucoup d'inquiétudes et de réflexions par son impact, déjà. Et notre société, moi je fais partie de l'association Noé 21, on s'intéresse surtout aux questions climatiques, aux questions énergétiques. Donc on s'est beaucoup penché sur le fait que le CERN, on va voir après, consomme des quantités faramineuses d'électricité. Et son nouveau projet va tripler cette consommation. Au moment où on dit d'économiser chaque kilowattheure, on est un peu surpris quand on calcule plus en kilowattheure, plus en mégawattheure, plus en gigawattheure, c'est chaque fois 1000 fois plus, mais en terawattheure. On doit se poser des questions. Maintenant, il y a d'autres impacts qui est climatique direct, c'est-à-dire que le CERN utilise beaucoup. Il y a l'impact en CO2, c'est comme ça qu'on calcule l'impact des chantiers, par exemple, l'équivalent CO2 pour le climat. Faire un chantier avec tant de béton, tant de personnes et tant de machines, ça correspond à tant de tonnes de CO2 qui vont dans l'atmosphère. Et il y a beaucoup de gaz fluorés. Le CERN a besoin de beaucoup de gaz fluorés pour s'inclure pour la cryogénie et puis pour les détecteurs. Et ces gaz ont un effet de serre plusieurs centaines et certains plusieurs milliers de fois supérieur au CO2. Donc du point de vue climatique et énergétique, ça pose un réel problème. Ensuite, le troisième impact, c'est l'impact territorial. J'imagine que c'est surtout ça qui vous intéresse. Suivant. Mais ce n'est pas moi qui me chargerai de l'impact territorial. Suivant. Je parlais de la consommation électrique. Si vous prenez le CERN, il y a les années où on a actuellement, on est ici à peu près. On fonctionne avec le LHC. Ça, c'est des valeurs moyennées sur 10 ans. Pour dire, donc, parce que la machine, des fois, s'arrête, des fois, consomme plus. Mais si on prend la moyenne, on arrive à ça. Ça, c'est la consommation actuelle de ces accélérateurs. Quand on passera au FCCE, ici, on arrivera à 2 TWh, c'est-à-dire 2000 gigawattheures. Et vous voyez qu'on s'approche lentement de la consommation totale du canton de Genève. Et ça, c'est intéressant, c'est les transports publics électriques suisses. Donc tous les trains qui circulent à 200 km/h, tous les sens en Suisse, ou les petits trains de montagne, ou les téléphériques, ou les remontes-pentes, ou les trolleybus, tous les transports électriques publics de Suisse consomment ça. Alors le CERN était encore inférieur à ça dans ses besoins, mais son projet, et en fait le FCCHH, tout le projet, toutes les caméras, tout ça est dimensionné pour le second projet. Si n'y avait pas ce projet, le deuxième accélérateur, il ne fait pas le premier. Simplement, le second, on ne sait pas encore le faire, il y a encore beaucoup de recherche et de développement à faire. Alors en attendant, et aussi, enfin en attendant par intérêt, on en fait un premier qu'on sait faire. Donc je simplifie beaucoup, mais c'est bien ça la situation. Quand le FCCHH sera construit, la consommation électrique du CERN sera supérieure à celle de tous les transports. Comme vous voyez, locomotive passée, accélérée, freinée au rythme mondial, ça va bien monter, puisqu'on est sur des gares, maintenant sur des rampes. Qu'est-ce qui consomme comme électricité? Va multiplier ça par des milliers de trains qui circulent dans tout le pays. Et le SAMU a un projet, en pleine crise climatique. Il dit, ben nous, la prochaine de nos machines, voilà l'ordre de grandeur de l'électricité qu'elle va consommer. Suivant. On n'arrive pas très bien à montrer quelle quantité d'électricité ça fait. 4 TWh, 4 millions de mégawattheures, 4 milliards de kilowattheures.
Et c'est la production des énormes champs d'éoliennes dont on voit qu'une partie ici. Et ces tours, hein, ce n'est pas des tours hautes comme une maison, c'est des tours de 200 mètres de haut. Donc imaginez ça, ça tourne sans arrêt, ça dépasse entièrement l'image. Et tout ce qu'elle produit par année, eh ben, c'est la moitié de ce que le CERN se propose de consommer. Vous voyez, si on parle d'énergie, il vaut la peine de parler de ce projet. Si on parle de territoire, vous verrez qu'il vaut aussi la peine d'en parler. Suivant. Maintenant, sur l'impact climatique dont je vous parlais avant, si bien pour terminer, le projet, on peut le décomposer entre chantier du tunnel, et il y a un petit impact. C'est un gros chantier. Un chantier, c'est un assez gros impact climatique, mais ça représente ça. Ensuite, on installe les machines. Alors, les machines de fabrication d'impact, l'installation, ça fait ça. On additionne, la ligne rouge, c'est l'addition de tout ce qu'on a mis dans l'atmosphère. Ensuite, quand on exploite le FCCEE, oui, c'est le temps, ben, il y a des gaz à effet de serre produits par la consommation électrique, parce que la consommation d'électricité pour être produite a un impact CO2 aussi, et les gaz fluorés. Donc, tout à coup, pendant l'exploitation, la somme de ce qu'on aura envoyé dans l'atmosphère, c'est ça. Ensuite, on demande le FCCE, on installe notre machine, ça occasionne aussi une production de CO2. Et ensuite, quand la seconde machine fonctionne, alors elle ne se gêne pas, ça c'est sa consommation électrique, l'effet CO2 de la consommation électrique, et ça des gaz à effet de serre, et ça vient s'additionner à tout ce qu'on avait avant. Et si on va jusqu'à la fin du siècle, on entre dans des ordres de grandeur 80, 100 millions de tonnes équivalent CO2. Donc cette question de quoi je prends. Suivant. Merci. Merci Jean-Bernard, merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je me présente rapidement, donc Benjamin Joyeux, je suis à la fois journaliste et conseiller régional de Haute-Savoie depuis 2021. Mais je voulais témoigner ce soir aussi en tant que simple citoyen et habitant de Haute-Savoie et de Torrent-Villiers. En commençant par dire que c'est la 7e soirée publique à laquelle j'assiste sur la présentation du FCC, grâce à Noé 21, grâce au collectif concerné, grâce ce soir à la PPL, à toutes ces associations. Et sur les 7 soirées, il n'y en a eu qu'une qui a été organisée par le CERN dans ses locaux à Meyrin. Et toutes les autres ont été faites de façon bénévole et désintéressée par des associations qui font un vrai travail d'éducation populaire. Et juste pour l'anecdote, moi j'ai fait un bac littéraire et des études plutôt de droit et de sociologie politique, donc la science physique j'ai arrêté en seconde. Mais grâce à Jean-Bernard et à toutes ces associations, j'ai l'impression de faire une formation accélérée en sciences physiques. J'ai découvert le CERN et j'ai découvert plein de choses intéressantes. Alors rien que pour ça, je vous remercie chaleureusement. Et vraiment un très grand merci pour tout le travail d'éducation populaire au sens le plus noble du terme que vous faisiez depuis plusieurs mois. Parce que si ce projet de futur collisionneur est dans les cartons du CERN depuis 2014, moi qui m'intéresse pourtant au territoire, je l'ai découvert qu'en octobre 2023 à Annemasse grâce au travail de Noé 21, entre autres. Donc merci vraiment, on pourrait les applaudir, je pense qu'il c'est assez extraordinaire, c'est de voir qu'à chaque soirée, il y a toujours plus de monde. Pourtant, dans des petites salles en pleine semaine, c'est de plus en plus rempli. Moi, j'ai pas fait celle de Marius, mais j'ai fait la soirée à Edir où il y avait 300 personnes, ça débordait de partout. Et ce soir encore, il y a quand même beaucoup de monde. Donc voilà, c'est signe que ça intéresse beaucoup et qu'il y a des inquiétudes. Et qu'il donc faut faire ce travail démocratique, ne serait-ce que de parler de ce projet à la population, parce qu'il est vraiment encore pas du tout connu de la plupart d'entre nous. Donc rien que pour ça, c'est important de faire ce genre de rendez-vous ce soir, et je suis très content d'être parmi vous, et je ne suis pas du tout expert en sciences physiques, mais je pense que c'est important aussi d'avoir des regards qui ne sont pas experts, parce que ce type de projet, justement, ne doit surtout pas rester entre les mains des experts quand ça a un impact sur nos vies à toutes et tous. Et c'est là-dessus que je voudrais en venir, en fait, c'est parler du contexte global et local dans lequel s'inscrit ce projet, parce que nous ne sommes plus dans les 30 Glorieuses, nous sommes en 2024, et le contexte, en termes, on va dire, d'écologique et de l'état de la planète, il n'est pas franchement folichon. Alors, j'ai pas envie de plomber l'ambiance et de donner plein de chiffres, parce qu'en plus, quand on s'appelle Joyeux, plomber l'ambiance sur les chiffres écolos, c'est toujours un exercice à contre-emploi.
mais quand même juste que vous ayez bien en tête ça. Le réchauffement climatique, en fait, c'est 1,2 degré de hausse au cours de la décennie 2014-2023. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de personnes qui vivent dans des zones dégradées. 75% des milieux terrestres et 50% des écosystèmes d'eau douce sont altérés, et 66% des milieux marins détériorés. Voilà le contexte global dans lequel on s'inscrit et dans lequel on parle ce soir. Juste une petite question dans la salle. Qui connaît, levez juste la main, il n'y a pas de piège, qui connaît le concept de limite planétaire? Ici. Oui, c'est encore pas majoritaire. Alors, très rapidement, les limites planétaires, en fait, ce sont les limites qui ont été établies par un collectif de scientifiques, au-delà desquelles la planète Terre n'est plus habitable. Ou en tout cas, des zones entières de la planète Terre ne sont plus habitables. Est-ce que vous savez combien de limites sur 9 qui existent on a franchi aujourd'hui? 7. On vient de franchir en ce mois d'octobre 2024 la 7e limite planétaire qui est celle de l'acidification des océans. Si l'Homo sapiens était une espèce responsable, ce qui visiblement elle n'est pas, ou pas suffisamment, ça aurait dû faire la une des journaux qu'en ce mois d'octobre on franchisse la 7e limite planétaire, celle de l'acidification des océans. Si vous suivez des ONG comme Bloom par exemple, vous verrez que c'est la catastrophe au niveau des océans actuellement et que ça a des impacts directs sur nos vies parce que le réchauffement des mers et des océans induit aussi ici chez nous des inondations comme on a pu voir dans le Rhône la semaine dernière avec des dégâts et du chaos pas possible et qui provoquent d'ores et déjà tout un tas de problématiques pour lesquelles visiblement nous ne sommes pas encore prêts. Donc l'espèce humaine en fait est en train de gravement compromettre sa propre survie à très brève échéance. Et ça devrait provoquer la mobilisation générale. Mais comment dire ça simplement? En fait, 2024, on vous présente ça comme l'année la plus chaude et dans laquelle il y a eu le plus de phénomènes météorologiques extrêmes de toutes les années depuis qu'on les mesure. Il faut bien que vous ayez en tête que, en fait, 2024, c'est sans doute l'année la plus fraîche et la plus calme par rapport à toutes les années qui viennent. Donc c'est comme ça, en fait, qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il faut penser. Et donc toute notre énergie à partir d'aujourd'hui devrait être consacrée à l'adaptation au changement climatique. Parce qu'il est trop tard pour revenir sur l'augmentation du réchauffement climatique, mais il y a aussi l'effondrement de la biodiversité, il y a donc ces limites planétaires dont je vous ai parlé qui s'effondrent. Et face à ça, c'est l'adaptation qui est très importante. Or, en France, on a un grave problème qui est celui qu'on appelle vite fait la maladaptation. Et juste pour vous donner un dernier chiffre là-dessus, on est 37e sur l'adaptation au changement climatique, alors qu'on est la 7e puissance économique mondiale. Donc 37e, ça nous situe à peu près au niveau de l'Inde sur notre capacité d'adaptation au changement climatique. Et je ne dis pas ça pour me moquer de l'Inde, c'est un pays que j'adore, pareil. Donc, au lieu de prendre à bras-le-corps en fait, cette menace existentielle pour l'humanité, pour nos enfants et pour nous-mêmes, on a en plus l'impression, excusez-moi, je vais peut-être être un peu provoque, mais qu'actuellement, beaucoup de ceux qui nous gouvernent continuent de foncer dans le mur. Ils continuent de foncer dans le mur au lieu de penser cette adaptation. Et en plus, avec le sourire, en nous donnant l'impression qu'ils défendent l'intérêt général. Personnellement, j'ai été atterré de voir encore la semaine dernière des élus se réjouir du fait que nous allions construire une autoroute supplémentaire dans le Chablais, alors que, étant donné tout ce qui se passe, le moindre hectare de nature, le moindre hectare de terre qui peut être sauvé par rapport au béton, par rapport aux années qui viennent, aux difficultés auxquelles on va faire face, devrait être préservé de toute urgence et ça devrait être notre grande priorité. Voilà, ça c'est pour le contexte général et puis un petit peu de local. Et malheureusement, cette accélération en fait de l'effondrement, je ne sais pas comment le dire plus simplement, mais de l'effondrement climatique, je crois que j'ai plongé l'ambiance, je m'en excuse. Et c'est quand même important de resituer le contexte, parce qu'on n'est vraiment plus dans les 30 glorieuses à pouvoir se projeter dans des grands projets scientifiques sans prendre en compte ce contexte qui est essentiel pour nous tous. Donc cette accélération va en plus de pair avec un recul des droits démocratiques. Alors je ne parle pas de la Suisse, hein, soyons bien clairs, je connais un peu le système politique suisse, là je parle de la France. Bon, en tout cas, sur la France, ce qu'on peut observer ces dernières années, c'est un recul démocratique en matière de concertation. Notamment, on l'a vu sur Sainte-Soline avec les méga-bassines. On l'a vu aussi, ça a commencé il y a quelques années, mais ça continue de plus en plus. Je voudrais juste vous rappeler que le 26 octobre, c'est-à-dire samedi prochain, on va commémorer le 10e anniversaire de la mort de Rémi Fraisse. Rémi Fraisse, qui était un gamin de 21 ans,
qui en plus n'avait jamais fait de manif avant. C'était sa première manifestation à Sivins, et il est mort pour rien d'une grenade lancée par un gendarme qui voulait sans doute pas le tuer non plus. Là n'est pas la question, mais la question c'est de dire que face à cette contestation de plus en plus forte de la part de la jeunesse sur la destruction de la nature, pour l'instant on observe de la part de l'État français principalement de la répression. Si on regarde ce qui s'est passé avec l'A69 entre Tarbes et Toulouse également, on sent qu'on a vraiment beaucoup de mal à mettre les gens autour de la table et à débattre de façon non violente. Moi qui suis un militant de la non-violence, c'est surtout ça dont j'ai à cœur, c'est qu'on puisse, toutes et tous, se retrouver autour de la table et sur ces grands projets qui ont un impact sur le territoire, de pouvoir en parler sans risquer sa vie. Et malheureusement, Rémi ne viendra pas. Sa mère témoignait, je crois que c'est dans Politis cette semaine, de façon très digne, et ce qu'elle attendait, ce qu'elle voudrait voir dans les années qui viennent sur les grands projets impactant les territoires, sur tous les nouveaux projets d'infrastructure, et notamment sur les FCC. Elle rêverait de voir une concertation démocratique qui fonctionne et beaucoup plus d'apaisement. Or, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Et sur cette contraction des droits démocratiques par rapport aux grands projets, je voudrais juste citer, je l'ai noté parce que c'est important, c'est Michel Forst, qui n'est pas un militant des soulèvements de la Terre, mais qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement. Il a dit il y a quelques mois à propos de notre pays, la France est le pire pays d'Europe concernant la répression policière des militants environnementaux. Voilà. Le contexte est posé, donc il faut bien avoir en tête que le futur collisionneur du CERN s'inscrit dans ce contexte. Donc, quand on parle du plus grand chantier d'Europe, et sans doute du monde, dont les 2/3 concernent notre territoire, la Haute-Savoie, il y a beaucoup d'incertitudes, mais tout ça, tu l'as très bien exposé, Jean-Bernard, je ne vais pas revenir sur les chiffres, les déblays des chantiers qui représentent l'équivalent d'au moins de 2 années de déchets de BTP de la Haute-Savoie, qui a déjà tous les déchets et les remblais de la Suisse. Cette histoire de 4 TWh à l'horizon 2050, qui viendrait tripler une consommation pour une... Moi j'avais lu 90 millions de tonnes de CO2 d'empreinte globale. Donc c'est quand même énorme, sachant que par ailleurs, dans les politiques publiques genevoises aujourd'hui, est inscrit la diminution de 1/3 de la consommation énergétique. Donc ne serait-ce qu'en termes de cohérence démocratique, je ne sais pas en fait comment on va pouvoir mener tout ça de front. Donc évidemment le CERN, en tant que tel, est une institution assez extraordinaire. Moi, j'ai des amis physiciens au CERN, j'ai regardé tout ce qu'ils faisaient. La question n'est pas de remettre en cause le CERN en tant que tel. La vraie question, c'est celle de savoir si dans ce contexte-là, un projet tel que celui-ci, sur les aspects à la fois de priorité par rapport à la menace existentielle qui pèse sur l'humanité, et en matière démocratique, est-ce vraiment la priorité ? Moi, pour l'instant, et je pense que j'aurai du mal à changer d'avis, quelle que soit toute la communication qu'on pourra me faire, je suis plutôt tenté par répondre très clairement non. Mais après, c'est à chacun de se faire un avis. Mais c'est là que c'est surtout important, c'est de se faire un avis. Et ce qui est quand même dingue également, c'est que ce soit des collectifs et des associations qui fassent le travail autour des réunions publiques et de la nécessaire concertation qui devrait être menée par les institutions publiques, pas que le CERN, mais les institutions françaises, les communes concernées et impactées par le projet. Mais il y a des municipales en 2026, donc c'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant on ne se profile pas trop vis-à-vis de ce projet de CERN, parce que politiquement c'est peut-être pas très porteur de s'afficher pour ou de s'afficher contre, on ne sait pas. Mais en tout cas, la vraie question pour moi, c'est quelle est la place des citoyens dans ce gigantesque projet. Et pour le moment, il n'y a eu qu'une seule grande réunion qui a été organisée par le CERN, qui était de très bonne tenue, mais quand même avec beaucoup de communication, mais qui a eu lieu en avril dernier. Et toutes les autres réunions ont été menées par des collectifs comme le vôtre. Mais il faut vraiment, et là c'est bien parce que vous êtes nombreux ce soir, le faire connaître de plus grand nombre, parce que ce projet a de tels impacts que pour moi, on ne peut pas passer outre une décision citoyenne. Et sur un projet pareil, si nous étions un État, on va dire, démocratiquement mature, il devrait y avoir un référendum organisé sur un sujet comme celui-ci. On peut tourner le problème dans tous les sens, sans référendum et sans concertation réelle avec l'ensemble de la population, ce projet est voué à l'échec. Donc c'est vraiment ça qu'il faut tenir comme nécessité, d'en parler le plus possible et de vraiment provoquer la nécessité d'organiser un référendum sur le sujet. Et voilà, je ne serai pas plus long, je voudrais juste citer cette maxime de Thémistocle, que j'aime beaucoup, qui était un général athénien, qui résume, je trouve, un petit peu ce projet du CERN. Il disait, il y a une mesure en toute chose, et savoir la saisir à propos est la première des sciences.
Je vous remercie. Après ce discours, je vais vous présenter la suite des impacts, donc d'une manière plus locale, territoriale, et de manière à vous expliquer tous ces travaux qui sont projetés, qu'est-ce qu'on risque de voir passer chez nous et quels sont tous les impacts négatifs qu'on va voir. Alors déjà, on a parlé tout à l'heure de BTP, de creuser un tunnel de 91 km. Ces déchets, il faut quand même les ressortir et les mettre à quelque part. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les ISDI, les installations où on peut mettre des gravats d'une manière légale, il y en a de moins en moins et elles ne sont pas si grandes que ça. Donc aujourd'hui, on n'a déjà pas beaucoup de place pour les mettre. Il va falloir, on ne sait déjà pas ce qu'on a aujourd'hui comme place et bientôt on aura 100 fois plus à mettre pour pouvoir mettre tous ces déchets. Alors, tu passes. Dans la presse, ce que vient de dire Benjamin avant au niveau de la partie démocratique, on a vu que le CERN a commencé ce projet en 2014. On trouve tout un tas de littérature sur le site du CERN. De ce côté-là, c'est très bien fait. Par contre, ils ne nous ont pas dit qu'on allait commencer à chercher quelque chose. Donc, on a des articles de presse scientifique depuis 2019 qui interpellent, entre autres Aurélien Barraud. Il y a eu les maires qui ont eu des réunions avec le CERN, avec la région. Nous, que dalle. On n'a rien eu du tout. Première réunion publique à Annemasse le 4 octobre 2023, où là on a rencontré Noé 21 qu'on ne connaissait pas, 2 députés suisses et des élus des Verts, et ils nous ont présenté le projet. Et là, on est tombé des nues, s'aperçoit que ça faisait 10 ans que le CERN travaillait sur un énorme projet par rapport à ce qu'ils avaient aujourd'hui, et qui voulait vraiment faire avancer rapidement. Donc depuis, la seule info qu'on a eue, vous voyez, nous on est en octobre, 4 octobre 2023, et en décembre 2023, arrêté préfectoral, comme quoi il va y avoir des forages, des sondages sur les terrains de certains nombres de propriétaires. Ça fait froid dans le dos quand d'un seul coup, on se chope ça juste avant Noël, parce que les gens, ils n'ont même pas réagi, ils ont vu arriver des courriers chez eux, et à partir de là, c'est la méthode qui a été faite. On passe par les préfets, c'est prérogative du préfet, c'est pas le CERN qui peut envoyer directement ces données, mais par contre le CERN, la région, les politiques, ils étaient parfaitement au courant de ce qui se passait. Donc normalement, dans les documents du CERN, on voit des belles vidéos, des beaux messages, et voilà une partie qui a été retirée de ces dialogues. On a un dialogue permanent avec les collectivités, donc il y a beaucoup de maires qui disent qu'ils ne sont pas au courant. Il y a certains maires qui le sortent et qui ne vous le disent pas trop, ceux qui sont sur les émergences ou par exemple s'ils travaillent dans le BTP, ils sont peut-être plus intéressés. Les associations et les habitants, nous ça fait pas très longtemps qu'on est au courant. Les assos, on commence à mettre les habitants au courant, et ça c'est à vous maintenant aussi de continuer à relayer ce message comme quoi il y a un projet monstrueux qui est en train d'arriver autour de chez nous. Et début 2023, les autorités commencent à nous envoyer des lettres aux propriétaires, les utilisateurs de parcelles, pour voir comment ils peuvent sonder les terrains pour continuer à avancer sur le projet. Voilà la méthode, le dialogue démocratique. Si on parle d'impact agricole, en gros, c'est sur les documents du CERN, on a 41 hectares qui sont prévus pour les 8 émergences. Sauf que là, sur ces 41 hectares, on voit qu'ils ne prennent que l'endroit où il y a les sites, on a vu tout à l'heure une photo, un schéma, où on voit qu'il y a le puits, il y a les machines qui font le froid, il y a les machines qui font l'électricité, tout ce qui fait les bureaux, etc., tout ce qui fait un site. Et ça, c'est uniquement ces 41 hectares. Si vous comptez après toutes les routes qui vont être modifiées autour, tous les champs qui vont être utilisés pour pouvoir faire des accès, on s'aperçoit qu'il y aura beaucoup plus d'hectares de prévus. Et au niveau de la région, au niveau de ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette, le CERN a fait une demande de dérogation de 160 hectares pour son projet, sachant que nous, en Haute-Savoie, on a déjà des gros problèmes de terres agricoles, on n'a déjà pas de quoi nourrir notre population. En Haute-Savoie, on a à peu près 4 jours aujourd'hui de réserve agricole si on veut nourrir la population. Si on n'avait plus de transport, en 4 jours, on ne mange plus en Haute-Savoie. Voilà. On a toujours des problèmes de faux contacts. Non, c'est sérieux. Merci. Ouais.
Donc, sujet très très sensible à savoir, on a déjà beaucoup de terre, on a déjà beaucoup de gens qui viennent, il y a de la bétonisation déjà de partout, et en plus, il va falloir créer des routes, des accès, augmenter les réseaux électriques aussi pour pouvoir amener l'électricité à ces différents sites des émergences, les huttes d'émergence. Et donc là, on va avoir pas mal d'impact qu'on va voir arriver sur l'engagement agricole. Donc ça, c'est le document officiel de la région, où ils demandent la dérogation pour les 160 hectares. Donc nous, on n'invente rien, on prend tous les documents sur le CERN, tout ce qu'ils publient, et c'est facile à trouver. Sur la région, on les trouve un peu en retard, mais on trouve les documents. Et petit à petit, on arrive, avec toutes les associations, à remonter toutes ces informations. Et donc, au départ, les 41 hectares qui sont demandés, on en est aujourd'hui à 160 hectares qui sont réservés pour pouvoir faire de la préemption de terrain, par exemple, chez les particuliers. Après, moi, un sujet qui me tient plus à cœur du côté de France Nature Environnement, moi je fais partie du réseau. Et si vous vous rappelez l'année dernière, 2023, on a eu déjà 70 communes qui n'ont pas eu d'eau. 2024, on a eu du bol, il y a quand même un peu plus. Donc il n'y a pas eu trop de tension, même si les niveaux ont baissé, il n'y a pas eu d'alerte. Et le projet du CERN de faire ce tunnel de 91 km qui passe entre autres sous le lac Léman, qui traverse toute la région où on sait qu'il y a de très nombreuses nappes phréatiques, le risque il est loin d'être négligeable. On a fait une formation d'hydrogéologie au mois de novembre l'année dernière, où on nous a expliqué que c'est pas parce qu'on va creuser pas très profond, parce que finalement 200 mètres en moyenne par rapport à des forages pétroliers qui sont à 4000 mètres, on prend les mêmes risques. C'est-à-dire on tombe sur une nappe, on fore, on pollue la nappe. Ce qui peut nous attendre, je ne pas dire que ça va arriver, mais bon, les probabilités existent. Aujourd'hui, le CERN a besoin d'énormément d'eau pour refroidir ses équipements. Tout à l'heure, Jean-Bernard parlait de cryogénie, donc pour refroidir à des moins 180, non. Oui, c'est moins 270. Moins 270 degrés, voilà. J'étais pas allé assez loin. Voilà. Ils ont besoin d'énormément d'eau pour faire ce froid, et pareil, pour fabriquer ce froid, il faut aussi énormément d'électricité. Mais cette eau, ils vont la puiser. Il va falloir la prendre, principalement dans le lac Léman, mais aussi, ils ont une bonne idée, vous êtes bien placé ici, dans l'arbre qui passe à Nangy. A priori, ils n'ont pas assez d'eau. Il y aura des périodes où ils n'auront pas assez d'eau. Ils ont un scénario qui est le plus probable aujourd'hui, de prendre de l'eau dans l'arbre à Nangy, et de prendre aussi dans le Rhône, entre Pouilly et Valbin, je ne sais pas où, à quel endroit c'est, à deux endroits où déjà en été vous n'avez pas d'eau. Sachant que le CERN, normalement, ils vont moins consommer en hiver, au moment où on a quand même le plus d'eau, mais ils auront plus, parce qu'ils doivent quand même limiter leur consommation électrique. Mais par contre, ils sont obligés d'avoir de l'eau pour le refroidissement à des périodes où, si on prend l'été, où nous on n'a déjà pas d'eau sur nos régions-là, que ce soit sur Nangy, où la situation est déjà assez critique, ou même sur le Rhône du côté du Bain, ça prenez toute la région du Bas-de-Lin, ça va être encore des problèmes d'eau qui sont assez impressionnants. Et c'est pas les volumes qui sont annoncés, c'est des volumes donc calculés par le CERN. Aujourd'hui, ce sont des volumes qui sont énormes. Un rapport du CERN, les masses d'eau souterraines, donc ils vont faire des forages. Ce qu'ils disent, c'est on sait qu'il y a plein de masses d'eau qui sont en dessous, on les connaît très mal, hein, parce qu'une masse d'eau, si personne n'a foré à un moment pour aller chercher de l'eau, on ne sait pas exactement où elles sont, donc ils ont besoin de sondages. Et on sait que dans tous les cas, quand on fait des constructions, des puits, des études hydrogéologiques, il y en aura besoin, et dans tous les cas, on peut très bien tomber sur faire une mauvaise manip et polluer une nappe. Donc quand on voit que le tunnel, vous vous rappelez le schéma de départ, qui fait 91 km, qui part de Genève, qui va presque jusqu'à Annecy, qui remonte du côté du Rhône et le long de la faille du UH, ben, le risque de tomber sur des failles, et puis sur l'eau, il est franchement très important. Il est loin d'être négligé. En parlant de la faille du UH, donc le UH qui est à gauche, tout le monde le connaît. Ici, c'est la plus grande faille qu'on a. Le CERN n'est pas allé plus loin sur l'Ain ou sur le Jura à cause du UH. Ils ne peuvent pas creuser de ce côté-là. Sur un des premiers dessins qu'avait montré Jean-Bernard, où on voyait la limite comme ça, on avait de la molasse de partout.
il y a des moments, on a des granites ou des calcaires, et là, ils ont beaucoup plus de travail pour creuser. Là, ils ne peuvent pas aller plus loin s'ils ne peuvent pas creuser. Par contre, le fait de rester le long du buage, si cette faille bouge, puisqu'elle bouge de temps en temps, pas tout le temps, mais bon, c'est une des plus grandes failles qu'on a. On a toujours cette faille avant, sur l'ancien anneau, ils n'avaient qu'une seule faille qui traversait. Maintenant, sur le nouvel anneau, on a des failles qui sont en bordure et des failles qui sont au milieu. Donc, on augmente d'une manière assez importante le risque sismique. On sait que la Haute-Savoie bouge tout le temps, on ne sait jamais à quel niveau, mais on ne sait pas ce que ça pourrait faire comme dégâts. C'est-à-dire que ce projet augmente encore le risque sismique sur notre territoire. Notre impact dont on parle de temps en temps, on en parle plus avec les territoires, c'est le foncier. On sait que pour ce projet, il y aura 8000 ouvriers, c'est les chiffres du CERN, qui seront prévus sur les dizaines d'années de creusement. Entre 8 et 13, le creusement, plus rentrer des machines, etc. Il faudra bien les loger, pardon. Donc les locations, elles vont encore augmenter. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui ne peuvent plus se loger en Haute-Savoie. Et donc on va avoir encore une spéculation. C'est inévitable d'avoir une spéculation sur une forte demande, plus de logements. Et donc les prix risquent encore de continuer à augmenter sur les... De plus, ce projet étant le projet majeur du CERN, il y a encore des nouveaux chercheurs, les plus pointus au monde, qui vont venir, parce qu'ils travaillent, même s'ils peuvent travailler énormément à distance aujourd'hui avec les réseaux informatiques. Aujourd'hui, il y aura quand même des hauts revenus qui vont encore s'installer et qui vont encore creuser cette inégalité sur le foncier. Les déchets radioactifs, donc la radioactivité, c'est quelque chose de normal dans le fonctionnement d'un collisionnaire. Pareil, les roches qui sont en sous-sol sont souvent aussi, contiennent toujours de la radioactivité. Donc c'est un phénomène qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et tous ces matériaux qui sont contaminés, parce qu'on parle de contamination au niveau de la radioactivité, il va falloir les nettoyer, les traiter, etc. Il y a Benjamin qui a déjà parlé un peu de démocratie tout à l'heure. Comment justifier qu'aujourd'hui, peut-être pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous en entendez parler, d'un projet qui a commencé il y a 10 ans. Aujourd'hui, on nous dit que c'est toujours un projet, c'est une étude. Quand on voit à quelle vitesse ça avance, comment on voit aujourd'hui dans les journaux qu'il y a déjà des forages qui commencent à se faire, et comment ça se fait que personne, pour un projet d'une telle envergure, à minima en Haute-Savoie, très peu de gens sont au courant. Benjamin a aussi parlé de la nécessité de ce collisionneur. On a une priorité vraiment à 100% pour le climat, pour essayer d'arriver à vivre mieux et essayer de faire baisser cette augmentation de température et tous les effets climatiques qui sont ensemble. Et aujourd'hui, ce collisionneur ne contribue pas, le CERN ne contribue pas à aller dans le sens d'une économie d'énergie pour mieux vivre. C'est la question de l'entre-soi décisionnel, c'est-à-dire est-ce que ce sont que les chercheurs, que les grands scientifiques, parce qu'au CERN, il y a les plus grands scientifiques qui existent avec le MIT puis d'autres aux États-Unis, comment ça se fait que ce sera en gros, c'est que eux qui décident? Pourquoi on n'aurait pas notre mot à dire? Il y a eu des courriers qui ont été reçus par une entreprise mandatée par le CERN, donc qui a contacté les propriétaires en annonçant que les travaux de recherche commenceraient à partir du 26 septembre. Donc on s'est dit, ah mince, si les gens ne veulent pas de forage chez eux, parce que c'est quand même très très invasif pour une parcelle, surtout quand on est opposé au projet final du CERN. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose pour accélérer la procédure. Donc là, ce qu'on a fait, c'est de déposer un référé suspension. Donc le premier recours, comme il sera jugé dans 2 ou 3 ans, c'est le délai habituel des jugements au tribunal administratif. Le jugement arriverait trop tard. Donc ce référé suspension est là pour suspendre la procédure. Malheureusement, le référé suspension est bien arrivé au tribunal administratif de Grenoble, mais il n'a pas encore été jugé. Donc là, on attend avec impatience que ce soit jugé. Et entre-temps, malheureusement, les forages ont eu le temps de se faire. On a une personne qui est dans la salle qui est allée prendre des photos sur une parcelle, donc il décaisse. Et voilà, les terrains sont dévastés. Donc là, ça c'est au niveau juridique. On attend maintenant le jugement du référé suspension.
Donc on va avoir aussi une concertation publique. Donc la concertation publique, c'est une concertation avec la population, comme son nom l'indique. Sauf que là, on a eu la surprise d'apprendre que cette concertation, donc, qui ferait l'objet de débats publics et qui serait organisée par la CNDP, la Commission nationale du débat public, elle serait la garante de cette réunion. C'est une dame qui travaille à EDF. Voilà. Donc quand on voit la consommation du CERN en matière d'électricité, on se demande quand même s'il n'y a pas conflit d'intérêt, si cette personne n'a pas intérêt à ce que le FCC se fasse pour faire travailler sa boutique et puis pour éventuellement justifier la création d'un nouvel EPR. Donc c'est des choses très très bizarres comme ça. Mais avec mon association, on a participé à plusieurs concertations. Donc c'est vrai, hein, on nous demande notre avis, mais par contre, quand on voit les bilans de concertation, on se rend compte que tous les gens qui avaient des arguments un peu valables au niveau des oppositions, ils ne sont pas forcément retranscrits. Donc ça c'est un petit peu triste. Et voilà, donc c'est pas seulement triste, c'est presque décourageant parce que quand on veut de l'information puis qu'on se rend compte que non, le projet on n'en veut pas, on se dit que comment on va pouvoir l'arrêter puisque les concertations ne donnent pas les résultats escomptés. Donc là, moi, j'étais assez d'avis de Benjamin de demander non pas une concertation, mais un vrai référendum. Comme ça, vous êtes pour ou vous êtes contre, mais c'est pas quelqu'un qui transmet votre avis à la préfecture ou au CERN, mais vraiment vous qui donnez votre avis en direct. On est sûr que c'est pas tronqué comme ça. Voilà. Donc le but, ce serait vraiment d'avoir une concertation. Parce qu'après... C'est la Savoie libre et souveraine. Oui, c'est pas le sujet du débat, on est en France, c'est comme ça. On va pas refaire 1860. Il y a eu des votes, vous êtes d'accord ou pas avec le résultat. Moi je suis au Savoyarde, mais je garde mon opinion là-dessus. Pour moi, c'est pas le sujet, on est français. Donc voilà, donc il faut respecter les lois françaises. Donc après le débat public et la concertation, si on n'arrive pas à avoir un référendum, il y aura des déclarations d'utilité, il y aura des études d'impact et des déclarations d'utilité publique. Et là après, ça devient très très difficile de lutter parce que on sait que par rapport au DUP, les contester au tribunal, c'est facile de contester, mais d'avoir gain de cause, c'est très très compliqué. Et après, malheureusement, c'est les DUP qui donnent l'autorisation au CERN ou aux personnes mandatées par l'État d'exproprier. Donc on ne voudrait surtout pas en arriver là, parce que ce serait dramatique, non pas seulement pour une question d'aménagement du territoire, hein, évidemment, mais pour une question de préservation de la biodiversité, pour une question de climat, voilà. Enfin moi, les personnes avant étaient relativement objectives. Moi, je suis un peu comme Benjamin, je me positionne directement contre ce projet-là. C'est pas possible sur le territoire. Voilà. Donc, pardon. Alors, les gens expropriés, si, parce que... Oui, pourquoi ils ne toucheront rien? Parce que là, comme c'est Chantal qui en a parlé, il y a un nouvel arrêté qui nous est tombé dessus, mais alors vraiment tombé dessus aussi, c'est celui du 4 octobre, donc qui gèle, donc qui a été signé par le préfet, qui gèle l'utilisation des terrains. Donc, ça veut dire que les terrains qui sont actuellement en agricole ne pourraient pas passer en constructif. Bon, moi, mon association, c'est l'aménagement du territoire, donc on est plutôt content que les terrains ne deviennent pas constructibles, mais là, c'est pas du tout pour éviter l'artificialisation, c'est au contraire pour la permettre par le CERN. Mais par contre, le but du jeu, là, c'est que le CERN ne paye pas les terrains au prix du constructible, mais au prix de l'agricole. Donc ça, c'est sûr que ça lèse les gens, ça c'est évident. Donc le CERN va essayer de payer moins cher, mais par contre, je veux dire, mais même quel que soit le prix qu'on vous le paye, votre terrain, une fois que vous l'avez plus, vous l'avez plus. Une fois que c'est plus un champ de pommes de terre et puis que c'est une usine pour le CERN, et vous ne savez pas ce que vous mangerez l'année prochaine. Voilà, quand on sait qu'on est loin de l'autonomie alimentaire, mais vraiment très 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 loin, c'est une catastrophe. Donc le but du jeu, c'est de garder nos terrains et de les garder en terrain agricole, en zone naturelle et pas que ça parte pour des projets comme ça, qui sont sûrement très très bien. Là, c'est Brigitte aussi qui va en parler, mais qui ne peuvent pas s'inscrire. Là, Franck a parlé tout à l'heure de la fonte du glacier du Rhône.
c'est pas la fin du siècle, hein, la fondue glacier du Rhône. C'est 2050. C'est 2050. Et les premiers résultats du CERN tomberont en 2070. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on en aura à faire en 2070? Qu'est-ce que nos enfants, parce que nous, enfin, moi je ne serai plus là, hein, voilà, ils ne vont pas manger du béton. Voilà. Donc, le projet est très intéressant, mais je pense qu'il y a d'autres priorités. Je vais laisser Brigitte, qui est directrice de CNRS, de recherche au CNRS, parler des projets de recherche aussi. Très brève. Elisabeth vient de dire qu'elle se positionnait contre ce projet. Moi, je suis directrice de recherche au CNRS. J'ai fait de la recherche toute ma vie dans un but pour être au service de la société. Donc, moi aussi, je me prononce contre ce projet, clairement. Alors, la recherche fondamentale, c'est un espèce de patrimoine de connaissances qu'on construit pour l'humanité. C'est-à-dire l'homme est curieux, tous les hommes et les femmes ont toujours été très curieux, je voulais mettre les êtres humains, voilà, sont curieux, et c'est un fait. Donc depuis l'origine de l'humanité, les êtres humains se posent des questions, tout le monde se pose des questions, vous êtes tous des chercheurs. Donc voilà, depuis les Grecs avaient déjà deviné que on ne pouvait pas nous couper en plus petits morceaux la matière que petit morceau ultime, atomios, on ne peut pas aller plus loin, l'atome, on ne peut pas couper plus, non c'est quatre. Voilà, ils avaient déjà fait les premières expériences montrant les phénomènes électriques. Donc après, petit à petit, au cours des générations, au cours des siècles, chaque personne qui se trouvait intéressée par un sujet mettait sa petite pierre jusqu'à ce qu'en fin du 19e, Edison allume la première lampe. Donc en gros, on accumule des connaissances et puis quand la société se sent capable de les mettre, d'en faire quelque chose au niveau de la technologie, donc là c'est de la recherche appliquée, c'est plus la recherche fondamentale, elle prend les connaissances qui sont à sa disposition. Les connaissances, c'est pour la société, c'est pour l'humanité. Donc le CERN, au début, quand ça s'est créé, c'était magnifique, c'était après-guerre, c'était pour que tous les scientifiques travaillent ensemble dans un but de paix. On sortait de la guerre, les gens ne voulaient plus voir ça. Le problème, c'est que ça a quand même assez vite dérivé. Donc, bon, je ne vais pas porter de jugement. Je me pose juste la question, peut-être que les représentants du CERN pourront me répondre, pourquoi la Russie a été suspendue de son rôle d'observateur il y a 2 ans? Parce que si on veut faire la paix, on doit mettre tout le monde. Moi, je ne comprends pas, mais peut-être c'est la Russie qui est partie. Je ne sais pas. J'attends la réponse, juste j'ai lu ça. Sur le site du CERN, ça m'a posé une certaine question. Alors le CNRS a été créé juste avant-guerre. Et le but, c'est d'élargir les connaissances pour les mettre au service de la société. Ça, c'est la devise du CNRS. Et Antoine Petit, le président du CNRS, qui a été reconduit par Emmanuel Macron, on veut d'Emmanuel Macron, mais c'est le président de la République, c'est lui qui reconduit le président du CNRS. Le président du CNRS, Antoine Petit, a réaffirmé sa volonté de mettre les connaissances au service de la société. Et il a ajouté quelque chose qui est vraiment très intéressant. Il a dit que pour se mettre au service de la société, la recherche se devait d'être interdisciplinaire. Dans ce projet du CERN, moi je me demande où est l'interdisciplinarité. Quand a-t-on mis des chercheurs travaillant sur la biodiversité, sur l'eau, sur le climat, sur les êtres humains qui doivent fuir actuellement? Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Jakarta doit déménager. C'est la capitale de l'Indonésie, 20 millions d'habitants. Elle est partie sur Bornéo, c'est déjà fait. Parce que l'eau monte, les gens vivent dans les égouts. Et on ne met pas ces gens-là autour de la table pour décider si ce projet onéreux, à tout point de vue, de saccageur d'environnement, est pertinent ou pas. Et en plus, Antoine Petit a ajouté que depuis 80 ans, le CNRS accumule des connaissances dans tous les domaines
et qu'il est indispensable de mettre toutes ces connaissances de tous les domaines pour affronter les défis auxquels est confrontée l'humanité, ou va être confrontée l'humanité très rapidement. Donc moi, je ne comprends pas la cohérence. Voilà. Donc, le CNRS, il faut quand même savoir que c'est un organisme public de recherche qui vous appartient. C'est le référent de la recherche au CERN pour la France. Donc, quand même, si on marche sur tout ce qu'on dit, moi, je ne comprends plus, quoi. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Si vous voulez me poser des questions, le CNRS, c'est quand même 33 000 personnes, c'est 11 instituts. On travaille dans tous les domaines qui vont des sciences qu'on appelle dures, mathématiques, physique, etc., jusqu'aux sciences humaines. Et normalement, quand les gens ont un problème, moi la première fois je suis allée à Groisy, j'ai vu tous ces citoyens un peu désemparés d'avoir reçu le ciel sur la tête en recevant un arrêté préfectoral qui dit eh ben, votre jardin est à nous au nom de la recherche. Ça déjà, ça m'a fait un coup, moi aussi le ciel m'est tombé sur la tête. Eh bien, quand on voit ça, moi j'avais envie de leur dire, allez frapper à la porte d'un laboratoire du CNRS, on est là pour vous, on est là pour vous aider quand vous avez un problème. Nous, quand les mineurs, on a fermé leurs mines, on a vu arriver dans nos laboratoires des gens mais remarquables qui avaient travaillé au fond de la mine le matin même à 600 mètres sous terre, qui venaient taper à la porte de notre laboratoire pour qu'on les aide à prouver que leur charbon pouvait servir d'électrode et donc être valorisé et qu'on ne ferme pas leur outil de travail. Voilà. Donc normalement, nous, on est là pour ça. On n'est pas là pour venir dans vos jardins et dire on va venir forer. Voilà. Avant de passer aux questions pour la salle, j'ai 4 diapos. Une pour venir nous aider, épauler et puis renforcer nos collectifs, nos associations. Vous avez vu tout à l'heure le nom de l'association qui faisait partie du collectif. Donc vous avez le choix pour rejoindre l'association à laquelle vous tenez le plus. Continuez à faire passer ce message. Et en même temps, on va vous passer des QR codes pour que vous ayez très facilement tous les liens pour pouvoir aller sur le collectif concerné. Vous pouvez sortir au téléphone. Vous avez aussi à la sortie là-bas sur la table les QR codes si vous voulez les récupérer. Ça marche très bien du fond de la salle, on a testé. On a testé. Et donc vous avez le QR code du collectif concerné. Voilà, donc la pétition, continuez à la signer si vous ne connaissez pas. Le Facebook du collectif. Et puis le nouveau site web de Concerné où vous allez avoir tous les comptes rendus de réunion, toutes les informations, les photos et tout ce qui se passe tous les jours. Voilà. On passe aux questions à la salle. Alors, il y a déjà des têtes connues. J'aimerais bien que ce ne soient pas toujours les mêmes têtes connues qui posent les mêmes questions. Et puis s'il y a des gens de Nangy qui sont touchés ou pas. Ah oui, alors, je passe à Elisabeth. Je finis. Levez la main et puis il y a un micro sans fil. Bon, comme on a toujours un ou deux climato-sceptiques dans la salle, je vais quand même préciser quelque chose. C'est que même si vous êtes climato-sceptique, il ne faut pas prendre le risque. Voilà. Vous pouvez dire oui, les gens qui pensent que le climat change à cause de l'espèce humaine et il y a très peu de CO2 dans l'air, donc c'est pas possible. Peut-être qu'on a tort en ayant peur que le climat change. Moi, à mon avis, non, je suis comme Benjamin. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. On n'a pas le droit de prendre de risques. On aimerait se tromper, mais même si on prenez pas de risques. Voilà. Oui, bonsoir, merci. Le député de Chambéry, Jean-François Coulombe, m'a demandé de l'excuser auprès de vous parce qu'il ne pouvait pas venir puisqu'il est à l'Assemblée nationale et que je lui fasse un compte rendu. Je voulais aussi peut-être vous proposer quelques ajouts parce que très probablement dans ce dossier vous aurez une démarche grand chantier. C'est un système qui permet de dire à tous les élus vous voulez qu'on finance votre crèche avec une subvention, il n'y a pas de problème, le CERN va vous traiter, va vous faire une subvention et en fait on achète comme ça le consentement
des élus. On connaît ça en Maurienne et en Savoie, où je suis. Et donc, il y a une vraie question sur ce point-là. Je voudrais également attirer votre attention, et enfin, je pense que les juristes l'ont regardé, mais la charte de l'environnement, pour reprendre ce que vous disiez, Madame du CNRS, nous dit qu'il y a une indissociabilité entre l'existence de la vie humaine et son environnement, et par conséquent, elle dit à l'article 2 que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. Ça devrait être retenu par tous les élus avant de donner leur consentement sur un projet de ce genre-là. Et j'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais d'expérience, puisqu'il se trouve que je suis un dossier de creusement depuis longtemps, effectivement, les atteintes aux ressources en eau sont incommensurables, et c'est irréversible. À chaque fois qu'on porte atteinte à l'eau, et tout creusement draine obligatoirement les couches les nappes supérieures et les nappes superficielles, et donc là il y a un problème. Sur les expropriations, j'ai un seul conseil à vous donner. Refusez toujours les ventes à l'amiable. On va venir vous voir pour vous dire « Ah non, mais on va vous vendre on va acheter à l'amiable parce que l'expropriation, vous allez vous faire balayer. » Rappelez-vous que dans notre pays, tous les budgets de la justice sont en réduction et donc ils n'ont pas les greffiers pour faire les expropriations. Refusez de vendre à l'amiable. Merci. Alors la notion, on s'engagera juste si les interventions sont qualité à faire des interventions courtes. Je crois qu'il a interpellé le Parlement parce que l'opérateur TED qui creuse le tunnel au lieu de Turin a fait un appel d'offres pour ravitailler en eau potable une partie de la population de Maurienne. Ça, c'est un fait. Alors on ne peut pas prendre ce risque, je pense. Parce que, comme vous dites, l'homme dépend de son environnement. Moi, j'irais plus loin. Je dis, nous faisons partie de la nature. Environnement, en fait, est un terme faux. Nous faisons partie de la nature. Et sans eau, nous sommes morts. Et en peu de temps. Bonsoir. J'ai juste une question par rapport à la possibilité d'un référendum. En France, on n'en a pas eu depuis, je crois, 2005. Est-ce qu'il y a une chance que ça puisse marcher ? Alors non, déjà il semble que c'est moins ancien que ça, puisqu'il y a eu un référendum pour Notre-Dame-des-Landes. Mais le référendum, là, il n'avait pas été fait à l'échelle nationale, mais une échelle très très locale, avec une échelle à laquelle les gens avaient intérêt à ce que le projet se fasse, parce que financièrement c'était intéressant. Là, c'est sûr que si on demande un référendum, il faudra qu'il se fasse à l'échelle de la Haute-Savoie, voire de la France entière, hein, quand même. Parce que, mais ça, il faut pas rêver. Mais là, on n'a pas encore vraiment creusé. Ça nous est tombé dessus, hein, toutes ces histoires-là. Puis on réfléchit au fil de l'eau, au fil des réunions. On est tous bénévoles ici, hein, donc on a notre travail à côté. Et c'est vrai que là, c'est quand on a pris conscience de qui était la garante qui allait s'occuper du dossier, qu'on s'est dit non mais là, il faut qu'on fasse quelque chose, on trouve autre chose. Voilà. Donc on n'a pas encore creusé, mais il y avait eu un référendum pour Notre-Dame-des-Landes, mais pas à la bonne échelle. Il l'avait fait à une échelle trop petite pour que ce soit vraiment intéressant. Et voilà. Donc là aussi, un référendum, ça peut être pipé aussi, mais quand même moins qu'une concertation ou qu'une enquête publique où là, c'est quelqu'un qui rend son avis. Et, moi, le pire que j'ai vu en tant que membre d'association pour l'environnement, c'est que dans une carrière à Thonon, la carrière de M. Barbaz, il fallait déclasser un chemin public pour pouvoir étendre la carrière. Et ben on a vu apparaître un commissaire enquêteur qui n'avait jamais été nommé commissaire enquêteur, qu'on n'a jamais revu après, et c'était un ancien carrier. Voilà. Donc après, forcément, la vie était positive, et pourtant, tous les gens qui étaient alliés à l'enquête publique avaient donné un avis négatif. Voilà. Ça, c'est quand même assez incroyable. Il y a un livre super qui existe, c'est Enquête d'inutilité publique, qui prouve à quel point le débat peut être possible. Voilà. Donc c'est important, on est des citoyens, il faut vraiment qu'on s'empare de tout ça. Et notre question. Non, mais juste simplement sur le référendum d'initiative populaire, comme on dit, le fameux RIP, parce que je rappelle quand même que c'était la principale revendication des Gilets jaunes. Il y en a comme marre aujourd'hui, en 2024, de vivre dans un pays dans lequel on ne demande jamais son avis à la population. Donc un projet comme celui-ci, qui
qu'on décrit comme le chantier du siècle, avec tous les chantiers qui nous sont imposés un peu partout et surtout sur le territoire, les chantiers ou les événements. Je pense aussi aux Jeux Olympiques de 2030 qui sont prévus dans les Alpes, qui vont aussi avoir un impact énorme sur la ressource en eau sur le territoire. On ne peut pas continuer comme ça à se voir imposer des décisions en disant par ailleurs qu'on vit encore en démocratie. Donc à un moment, il faut juste fixer un objectif. Si on se fixe comme objectif le référendum, il faut faire monter la pression populaire pour que ce référendum ait lieu, et sinon il n'y aura pas de JO, il n'y aura pas de FCC, il n'y aura pas tous ces projets qui défoncent la vie des gens sans jamais leur demander leur avis. Ça suffit à un moment. Enfin, moi-même, je fais l'expérience de devenir élu au conseil régional, même d'opposition, pour essayer de participer au débat et aux enjeux démocratiques, et je trouve qu'on régresse de façon démocratique dans ce pays. On ne cesse de régresser. À un moment, il faut que tous ensemble on dise stop, on veut donner notre avis, quel qu'il soit par ailleurs. Je veux dire, si au final, le FCC, il y a une majorité de la population qui en veut, eh bien, il faudra l'acter. Mais le principe, c'est qu'on demande l'avis aux gens quand il y a un projet qui impacte leur vie directement. C'est le principe de base de la démocratie. Demos, kraten, le pouvoir par le peuple, pour le peuple, comme disait aussi la démocratie américaine. Voilà. J'ai peut-être trop long. Alors, une autre question. C'est juste un témoignage. Moi, j'ai habité le pays de Gex, dans lequel a été construit le LHC, enfin le tunnel, d'abord pour le LEP et ensuite pour le tunnel de 27 km de circonférence. Et effectivement, ce qui a été dit, c'est-à-dire que les impacts hydrologiques ne sont jamais, sont toujours très importants et ne se récupèrent pas. Pour construire ce tunnel pour le LHC, il a été utilisé des millions de tonnes d'azote liquide parce que simplement c'était pas possible de forer tellement il y a d'eau. Et donc pour pouvoir passer les machines, creuser tout simplement, mais il fallait d'abord geler le sol avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et ensuite ça a vraiment perturbé le réseau hydrologique. Alors c'était sur une petite surface. On avait un très beau site naturel qui s'appelait les Sources de l'Amondon, une résurgence, mais qui crachait une quantité d'eau énorme qui alimentait l'Amondon, un affluent du Rhône, et ces sources ont été perdues à tout jamais. Cette résurgence, aujourd'hui, c'est un filet comme ça. Voilà, donc c'est vrai, l'impact hydrologique, il est vraiment important. Alors moi, j'ai juste une question. Quand le CERN a construit le tunnel pour le LEP et ensuite pour le LHC, ils avaient une hypothèse, des hypothèses à vérifier. Ils ont vérifié ces hypothèses. Et vraiment, le chapeau, c'est du très haut niveau. Moi, j'aimerais poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui vérifier comme hypothèse ? Oui, bonsoir. Je m'appelle Arnaud Marcelier, je suis porte-parole du CERN. Et peut-être avant de répondre à madame, je ne sais pas si je pourrais répondre dans les détails, mais au moins je voulais dire un petit mot d'abord pour vous remercier pour cette soirée d'information et pour vous remercier d'avoir invité. Nous aussi on pense que l'information c'est important et je sais que ça tarde trop. On a promis de mettre en place aussi des réunions d'information. C'est quelque chose qui est toujours en préparation avec les autorités. Vous avez pu montrer beaucoup de choses aujourd'hui. Qui montre effectivement, on a commencé il y a longtemps et dès le début on a en fait communiqué, mais en réalité vous avez aussi montré que le CERN ne peut pas faire ce qu'il veut. On est entre les mains des autorités françaises et des autorités suisses pour faire avancer ce projet qui n'est pas un projet encore, c'est vraiment une étude de faisabilité. Il faut savoir que les chercheurs eux-mêmes vont discuter de ça dans les 2-3 ans qui viennent. C'est pas certain que à l'issue d'une discussion ce soit le projet qui soit retenu. Voilà, du côté des physiciens, il y a la démocratie qui se met en place pour se mettre d'accord sur quel doit être le grand projet pour le futur du CERN. Ça peut être celui-là, ça peut être un autre. Il y a des projets qui ont été étudiés depuis déjà 30 ans qui sont très avancés aussi, et bon, là, ça pourrait être autre chose qu'on fait, donc c'est important. Une chose que je voulais aussi dire, c'est que oui, ça a été un peu mentionné, la question de la consultation publique. C'est évidemment quelque chose qui fait partie de nos préoccupations, tout comme l'environnement qui est très important pour nous. Donc aujourd'hui, on n'est pas exactement de quelle manière ça va se passer. C'est pas encore un projet, il n'a pas été décidé même par le CERN qu'on voulait avancer sur ce projet-là.
Mais en tout cas, il y a des discussions pour mettre en place une forme de consultation, et c'est aussi un engagement du CERN de le mener à bien à un moment donné. Donc, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais en tout cas, c'est un les actions qui sont entreprises, alors que vous dites qu'on va concerter des arbres. Vous pouvez expliquer ça? Alors, les forages, voilà. Il se trouve que les réunions j'entends ce que vous dites. Je suis venu pour vous écouter. On peut avoir la réponse à la question avant? Alors, oui. Je reviens sur les forages. Donc, la recherche fondamentale. Sur le but de la recherche, de l'hypothèse. Oui. Alors, le but de la recherche fondamentale, ça a été très bien dit par Madame du CNRS, et d'ailleurs, beaucoup des chercheurs français qui travaillent au CERN sont du CNRS, donc le CNRS est aussi parfaitement présent et impliqué dans les discussions sur le CERN. C'est pas lui tout seul dans notre petit coin qui fait ça. La recherche fondamentale, le but du jeu, c'est effectivement, c'était bien expliqué, c'est d'essayer de comprendre la nature. Et on a aussi compris, parce que ça a été dit, finalement, il n'y a pas de recherche appliquée sans recherche fondamentale. Donc, exemple, si on voulait, je sais pas, avoir de la lumière et améliorer la lumière qu'on a ici dans cette salle, c'est pas il y a 200 ans en essayant d'étudier la bougie, d'étudier, qu'on va finir par tout d'un coup avoir de l'électricité. C'est parce qu'on a fait la recherche fondamentale qu'on a découvert l'électron, qu'aujourd'hui on a l'électricité, qu'on a l'électronique. Le web, c'est les imageries médicales. Non. L'imagerie médicale, bon, bref. On peut discuter, mais voilà, je vous dis ce que moi j'ai à vous dire. Après, vous avez le droit de pas me croire, parfaitement bon. Donc, et je vais quand même répondre parce que les deux projets qui sous-tendent la construction de ce FCC, je les ai étudiés. Donc le premier, c'est fabriquer une usine à boson de Higgs pour étudier leur interaction intime. Alors là déjà, première chose, je ne sais pas si pour la société actuellement, le défi majeur, c'est d'étudier l'interaction intime entre bosons de Higgs, sachant que le CERN n'a pas découvert le boson de Higgs, ce sont 3 physiciens en 1964, et que simplement le CERN l'a mis en évidence. Bon, mais en plus, attendez, je finis juste, c'est que cette usine à boson de Higgs, on n'a pas besoin d'un accélérateur de 90 km de circonférence pour cela. Il y avait le projet CLIC qui faisait une dizaine de kilomètres, mais je ne dis pas que c'est utile, je ne dis pas de faire ce projet CLIC. Et en plus, il y a un projet qui est en gestation au Japon, et étant donné que la recherche normalement est pour la paix, si le projet, d'ailleurs le vice-président du CNRS a dit, si jamais le projet se fait au Japon, le projet CLIC, donc c'était le projet d'usine à boson de Higgs de 10 km de long, sera de facto caduc, parce qu'à ce moment-là, on collaborera. Le deuxième projet de recherche, c'est ensuite, puisqu'on leur a construit ce tunnel qui en fait ne sert pas à grand-chose pour les bosons de Higgs, mais bon, il sera construit, on va y mettre l'instrumentation ad hoc, qui est d'ailleurs pas tout à fait pour l'instant au point, et on ira vers les très hautes énergies. Alors là, je vous cite pourquoi. Afin, les physiciens l'espèrent, ça c'est Ursula Bassler qui dit ça, l'ex-présidente du CERN, elle était présidente jusqu'à 2022. Afin, donc, les physiciens l'espèrent, de trouver des particules qui permettront d'élaborer une nouvelle théorie. Alors moi, pour moi, ça brise le cercle vertueux de la recherche. Parce que pour faire de la recherche, c'est pas tout à fait comme ça. C'est d'abord, on observe ce qu'on a à disposition pour l'observation, où on fait quelques petites expériences qui ne coûtent pas des sacrifices énormes à la société, et ensuite on élabore des théories. Les suivants arrivent, ils observent un petit peu autre chose, et ils voient si ça colle toujours avec la théorie qu'on a proposée, ou alors ils en proposent une autre, ou ils la modifient légèrement. Mais on fonctionne comme ça, d'étape en étape, et il n'y a pas d'urgence. Et en plus, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est pourquoi faire des forages sur la faisabilité technologique, alors que le projet, la pertinence du projet n'a pas encore été validée.
c'est que le forage, ça coûte quand même cher. Ça tombe bien parce que du coup, on peut répondre sur les forages. Donc, vous comprenez bien que si on doit faire un grand projet, oui, c'est compliqué. Il y a des défis très importants à relever. Vous en avez relevé certains. On en est bien conscient. Mais justement, l'étude de faisabilité, c'est de regarder si on serait capable de faire ce projet. Donc, par exemple, d'un point de vue simplement géologique, d'être capable de faire ce projet, ça nécessite effectivement de vérifier, comme on a dit, que les failles ne vont pas nous gêner, que les nappes phréatiques, on ne va pas les toucher. Donc c'est tout ça qu'on étudie. On étudie voir si c'est possible. Donc on va faire effectivement des forages, on va faire des études sismiques pour écouter et connaître le sous-sol. Et voilà, c'est rien de plus que ça. Merci. On aimerait entendre des questions des habitants de la région, s'il vous plaît. Comment? Je pense que c'est le moment de passer le micro aux habitants. L'hypothèse. Je crois que madame Oui, bonjour, Cheminal, donc j'ai parlé au début, et c'est vrai que moi, pour avoir un véritable débat républicain, il faut quand même vous êtes 6 à charge, et il n'y a pas les 6 en face des physiciens, des personnes qui pourraient nous montrer l'intérêt de la chose. Il y a monsieur, heureusement qu'il y a monsieur, parce que je n'étais pas certain qu'il vienne. Mais le problème, c'est que si vous êtes tous à charge, c'est vrai qu'on a une opinion, pour moi, elle est un peu biaisée, parce qu'il n'y a que votre opinion. Et donc, c'est vrai que si en face, vous aviez 6 interlocuteurs qui débattent normalement, on arriverait à avoir un vrai débat républicain. Et là, pour moi, c'est un peu biaisé. Voilà. Ça changerait rien sur l'impact climatique et sur les territoires. Même si on nous prouvait que le projet était utile. Il faut l'organiser. Je suppose qu'il y a plein d'élus ici. Il ne faut pas inverser la chaîne. Comment ça se fait qu'ils ont gardé le silence? Merci. Je vais parler en mon nom. Nous, on n'a pas été informés à la mairie de Bonn, puisqu'on a un petit passage, mais on a juste une partie à l'extrémité près de Langy sur laquelle on aura un passage souterrain. On a été informés, mais en 2023, pas avant. C'est sûr qu'on a découvert. Ben oui, mais bon, la réunion d'Annemasse, elle s'est passée en 23 aussi. Hein, donc, si vous étiez intéressé, vous auriez pu aller à Annemasse. Monsieur le maire, si vous aviez été en avril dernier à Bérin, vous auriez vu exactement l'inverse, c'est-à-dire toute une réunion dans laquelle le projet n'était présenté que de façon très très positive, avec pourtant beaucoup de gens opposés dans la salle qui avaient eu du mal également à pouvoir prendre la parole suffisamment longtemps. Enfin voilà, tout le monde est le bienvenu pour débattre. Simplement, moi je leur dis, ça serait bien aussi que le CERN organise beaucoup plus de réunions publiques qu'une seule qui a eu lieu à Marin en avril dernier. Comment ça se fait que ce soit les associations du territoire, de façon bénévole, qui prennent de leur temps pour mener un débat qui devrait être organisé par les institutions et les autorités publiques? C'est ça la vraie question. Monsieur le maire, est-ce que vous trouvez ça normal en tant qu'élu, sur un projet en route depuis 2014, d'avoir été prévenu en 2023? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est votre territoire, vous le connaissez, vous l'aimez, vous êtes l'élu de toutes ces personnes, vous décidez pour les pluies, les choses comme ça, mais vous n'avez été informé que 9 ans plus tard. Est-ce que c'est normal qu'en tant qu'élu, vous ne l'ayez été qu'à ce moment-là? Moi, je trouve déjà ça rien que enfin, tout le monde va vous dire, vous ne nous avez pas prévu, mais vous n'étiez finalement pas informé non plus. Oui. Allô? Oui. Peut-être je vais juste répondre à ça, parce qu'effectivement, il y a 9 ans ou 10 ans, oui, on ne savait pas du tout où l'anneau il serait, donc on pouvait prévenir monsieur. Mais si on avait fait l'anneau... Oui, j'ai l'impression qu'on prend le problème un petit peu à l'envers. Parce que la question qu'on devrait se poser, que le CERN devrait se poser, les scientifiques, c'est quelle est l'hypothèse qu'on veut vérifier. Et pourquoi vérifie-t-on cette hypothèse avec, entre guillemets, du hardware, alors qu'on sait faire des simulations extrêmement sophistiquées par des moyens software, je dirais, disons, par simulation. On le fait pour la recherche dans les bombes nucléaires, par exemple. On sait faire des simulations extrêmement précises et on a des ordinateurs pour cela. Le CERN a des ordinateurs. On commence à creuser dans le sol pour vérifier quoi?
On ne sait pas. Donc c'est pas la bonne façon de faire, et on prend les choses à l'envers. Donc s'il vous plaît, essayez d'investiguer les moyens, comment dirais-je, software, plutôt que hardware. Je propose de répondre ici. Monsieur, le CERN fait des études de ce genre. La simulation, ça va de soi, il essaie d'anticiper les résultats. Le CERN est, je ne défends pas ça, je dis ce que je sais. Le CERN est très avancé sur les questions d'intelligence artificielle, justement, pour réussir à modéliser des choses dont on ne connaît pas a priori les paramètres. Maintenant, quand on fait de la recherche scientifique sur la nature, le test final, c'est la nature. Parce que si vous venez avec un modèle, puis vous dites là, il y a une particule quelconque et vous n'allez pas le vérifier, ben vous n'êtes pas sûr que c'est juste. D'ailleurs, le boson de Higgs, ils ont dû un peu le cerner pour l'attraper. Donc je pense que le test ultime, c'est ça. Donc je ne trouve pas forcément de mauvaise méthodologie, je trouve juste que l'impact et l'énormité de l'outil qu'il leur faut pour vérifier ces choses qui n'intéressent pour finir assez peu de personnes sur la planète est inacceptable. Mais je pense que l'expérience est quand même nécessaire. Je ne pense pas que ce soit le débat, madame. Si, on peut répondre. La Suisse, la France, l'Italie, c'est la même chose. Non, c'est la France. C'est global, la planète, madame. Global, oui. Sinon, on va terminer la réunion. Bonsoir, merci déjà de cette réunion d'information qui m'a semblé très importante. Petite question pour le CERN, est-ce que ça vous dérange également de détruire des bâtiments historiques? Parce que je parle de Nangy par exemple, on est proche d'un site médiéval. On est à moins de 3 km d'un site qui sera protégé par l'UNESCO. Vers la Roche, c'est un bourg historique aussi de grande envergure. Donc à un moment donné, ce serait bien aussi de s'intéresser à ça. Ouais. Alors écoutez, ce que j'ai dit, c'est pour nous, l'environnement c'est très important et la région est très importante aussi. Donc nous, on n'est pas là pour... j'ai entendu beaucoup de choses à charge, comme dit monsieur le maire. On n'a pas entendu parler beaucoup d'expropriation, par exemple. Je ne crois pas du tout que ce soit le sujet, a priori, puisque justement, le projet tel qu'il a été étudié est pour effectivement minimiser au maximum les nuisances, d'une part, mais aussi l'utilisation de terrain, etc. Donc, quand même, il faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est que je vous invite à aller dans le pays tchèque. Si vous cherchez le lâcher dans le pays tchèque, vous allez avoir du mal à le trouver. Il est quand même sous vos pieds, quoi, essentiellement. Donc oui, il y a des sites de surface. Oui, il y aura des nuisances, évidemment. Un grand projet, c'est un grand impact. Notre souhait, c'est de limiter l'impact au maximum et de le faire aussi avec vous. C'est-à-dire que ce qui a été fait déjà jusqu'à présent en approchant effectivement en premier les maires, c'est de poser le projet sur la table, de regarder effectivement dans quelles conditions le projet il peut nuire le moins possible aux populations, vous en particulier, comment le projet, ça a été un petit peu dit, comment le projet il peut peut-être amener certains bénéfices sur le territoire, parce qu'on a parlé beaucoup des nuisances, mais on n'a pas parlé des bénéfices. Lesquels Juste, voilà, on peut parler beaucoup, donc on peut parler des retombées en termes de technologie, mais on peut parler juste des retombées économiques. Actuellement, on estime que les retombées directes économiques pour le CERN, c'est de l'ordre de 500 millions par an. D'accord ? Si on ne tient pas compte des impacts négatifs, et c'est noté dans le document du CERN. Le CERN a calculé que chaque euro investi rapporterait 1,66, donc ils en sont déjà à la deuxième décimale. Et on lit un peu plus loin, dans le dernier texte que j'ai lu,
ne sont pas encore inclus et il y a des externalités négatives, entre autres les forêts, la suppression des forêts, les terres agricoles. Il y a ces points qui sont tout ce qui intéresse ce public. N'a pas été intégré dans le calcul. On dit 1,66. Peut-être que si on intègre ces externalités négatives, on verra que chaque euro investi va coûter à la collectivité 2 ou 3 euros. L'addition des côtés positifs est oubliée pendant quelques mois ou quelques années jusqu'à ce que les décisions soient prises, les impacts négatifs. Une autre question? En tant que propriétaire, enfin, toutes les personnes qui sont venues habiter à la campagne, c'est pas pour avoir une zone industrielle sur la tête. Donc ça n'a pas de prix. Et enfin, c'est une élue qui nous a même dit que le département était déjà en surcroissance et qu'on n'avait pas besoin d'économies supplémentaires, enfin de faire monter encore l'économie. Il y a des territoires qui se meurent en France, qui en auraient peut-être besoin, mais chez nous, c'est pas le cas. C'est pas une élue de gauche qui nous a dit ça, hein. C'est une élue LR. Donc, pour vous dire quand même qu'on n'est pas des dangereux gauchistes. Ouais. Et c'est peut-être un peu la même chose que madame, c'est qu'on est dans une région où on n'a pas d'école. Enfin, on a des écoles, mais il y a moins de moyens, on a moins de profs, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de médecins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire venir 500 millions par an qui vont faire plus de logements? On n'a pas de place. C'est quoi en fait? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce projet? Moi je pense qu'on n'a pas besoin. Merci. Voilà. On prend la toute dernière question. Dernière question. Alors là, ce que nous pouvons respirer, ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est que parce qu'il n'y a aucune démocratie. Et je crois que un ami qui tout à l'heure a soulevé quelque chose, mais qui est quand même très important, c'est qu'en Savoie et en Haute-Savoie, le 27 octobre 2023, eh bien, nous sommes devenus indépendantes et souveraines parce que nous l'avons déclaré devant l'ONU. Et je crois que maintenant, il est peut-être important, c'est important parce que ça nous regarde. Je crois que ce n'est pas une question, c'est une constatation. Et nous pouvons nous relever pour dire nous ne voulons pas de cela parce que nous sommes maintenant souverains. Nous ne faisons plus partie de la France. Voilà, je l'ai dit. Et c'est maintenant qu'on s'appuie. Nous travaillons plus derrière France, mais travaillons indépendamment de la France. Merci. Merci. Merci Chantal. Lisbeth, la dernière question, toute dernière, ou remarque? Non, ce n'est pas une question, c'est que je voulais quand même réinsister sur un point. Caverne. Pardon? Sur la caverne. Oui, exactement. Je voulais quand même réinsister sur les cavernes qui vont être construites. Parce qu'on a parlé beaucoup du tunnel, et on parle dans tous les articles de journaux du tunnel. Il y a un beau tunnel qui va se faire de 6,5 mètres de diamètre, dans le journal, c'est marqué que c'est moins grand qu'un tunnel sur l'autoroute, mais en réalité, il n'y a pas que ça. Il y a les cavernes. Donc, vous pourrez regarder là sur le photo, il y a des cavernes qui font 66 mètres de long, par 35 mètres de large, par 35 mètres de haut. Et celle-là, il y en a 8. Et il y en a une autre qui fait 101 mètres, par 25 mètres de large, sur 15 mètres de haut. Alors, imaginez les gravats qui correspondent à ça. Je répète, 66 mètres, par 35 mètres, par 35 mètres. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et encore 3 messages à passer. Vendredi, donc dans 2 jours à Verpoche, 19h30, nouvelle réunion publique. Et après, il y en a encore 2 de prévus, le 5 décembre et le 6 décembre. Une à Lonzé-la-Caille et le 5, je sais, à La Roche-Chevron. Voilà. Et pour Verpoche, il faut s'inscrire parce que la salle est petite, c'est ça?
Ok. La personne d'Aberpoche va prendre la... Bonsoir, c'est pour une petite association. Nous sommes en nombre de places limitées à 49. C'est dans un petit théâtre que nous avons bâti à Aberpoche. Et si vous voulez participer ou faire participer des gens qui n'ont pas pu venir ce soir, vous pouvez venir me voir et je vous inscris. Voilà. Alors merci à tous et je vous convie à notre petit verre de l'amitié. Merci.